En 2025, en quoi il consiste le métier de logisticien ? Jamais aujourd'hui un logisticien n'a dû faire autant d'informatique ou de se poser autant de questions sur est-ce que telle commande est arrivée, est-ce que telle commande a été mise à jour. Avec TikTok Shop notamment, un peu en train de révolutionner cet espace-là et de transformer les réseaux sociaux en marketplace. Et je pense que le rôle d'Enchanto là-dessus, c'est de démocratiser et de vulgariser des solutions et de dire que finalement, il n'y avait rien de sorcier à ça. Bonjour Setchi. Bonjour Charles. Merci d'être là avec moi cet après-midi. Setchi, tu as démarré ta carrière chez UPS. Tu as découvert le monde de la logistique et du e-commerce. Tu as d'abord été commercial avant de rejoindre les équipes de solutions, consultant solutions. 2021, tu rejoins Enchanto pour être l'employé numéro 1, le numéro uno de la zone. Donc tu as démarré en tant que solution consultant à nouveau. Et expert produit aussi pour la région. Donc comme ça, tu pouvais travailler avec les équipes produits centrales d'Enchanto pour les aider à adapter nos produits aux besoins des marchés européens principalement. Et donc tu es aujourd'hui directeur solutions et implémentation pour la région IMIA. Donc ça veut dire France, Grande-Bretagne, Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite. Donc tu diriges toutes les équipes, ça va de l'avant-vente à l'implémentation. Mais tu n'es pas que ça, tu es aussi coach en prise de parole en public. Donc je pense que tu vas être très à l'aise dans cette discussion et je pense qu'on va avoir une discussion très intéressante. Donc on va aborder pas mal de thèmes ensemble aujourd'hui. Le e-commerce évidemment, la logistique, un petit peu d'IA. Je te pose une question qui revient, je pense, chaque année dans beaucoup d'entreprises, notamment chez les marques, les retailers. Est-ce qu'il faut qu'on outsource ou qu'on garde les opérations in-house logistiques ? Ça peut se poser notamment sur les questions B2B et B2C ou dans des questions d'expansion, de vouloir être plus proche de nos clients. Est-ce qu'il y a une bonne réponse ? Est-ce qu'il y a un bon choix ? Clairement, c'est quelque chose qui dépend. Par contre, la pondération des facteurs a changé à travers le temps. Le premier facteur, ça reste un facteur économique, c'est la masse critique. C'est est-ce que je fais suffisamment de volume, de mètres cubes, de colis pour justifier avoir mes propres équipes, mes propres entrepôts, parce qu'il y a des coûts fixes qui sont incompressibles. Et donc, en fonction de la vie et du cycle de vie de la marque ou du e-commerçant, il se peut qu'au tout début, on peut commencer dans son garage, et puis on passe un premier seuil, on se dit, on commence à externaliser. Donc, c'est une question de ratio pour voir si c'est rentable. Et c'est pour ça que là, on a le plus du 50-50. C'est les tout petits, où on a la moitié qui internalise encore et l'autre moitié qui externalise, et les très gros, parce que justement, une grande marque a déjà atteint la masse critique où elle peut très bien, de manière économique, avoir un coût de préparation et un coût logistique à la commande aussi proche d'un logisticien multi-client. Et entre les deux, ce fameux e-commerçant moyen en croissance, c'est là où ça se joue à d'autres facteurs qui sont un peu plus difficiles. Alors, il y a un facteur humain, on dit souvent, déjà, il faut accepter de faire la logistique. Parfois, quand on commence à faire du e-commerce, on se rend pas forcément compte qu'on va faire de la logistique et pourtant, c'est ce qu'on va devoir faire. Il y en a avec qui ça va très bien et d'autres moins. Et un autre facteur plus métier qui est quel est le rôle central ou non que joue la logistique dans mon affaire, dans ma proposition de valeur. Est-ce que j'ai une marque qui est fantastique et tout est dans le produit et dans la manière dont elle est marketée et dans ce cas-là, que je la remette à un tiers ou que je le fasse moi-même, ça change pas grand-chose. Ou est-ce que justement ma force c'est de vous livrer très rapidement, de vous livrer un endroit pas possible, c'est parce que je vais personnaliser mes produits, et c'est le cas d'un de nos clients, de manière très forte et très fine et avec beaucoup de valeur, et donc ça justifie de continuer à le faire soi-même, même si économiquement ça aurait pu être plus rentable de l'externaliser. Tu parles de masse critique, avec l'augmentation du volume, ce genre de choix peut être remis en question régulièrement. Ouais. Donc je veux faire beaucoup de personnalisation, donc je le fais moi-même, mais en fait arriver à X commandes par jour, ça devient vraiment très compliqué. Comment tu vois que je sois logisticien, donc un prestataire de service ou marque qui gère ma propre logistique, comment tu vois ces étapes, je dirais ces moments un peu cruciaux de là faut faire un choix, parce que vous passez vraiment une étape cruciale dans votre croissance. Je pense qu'un seuil assez naturel, c'est quand on peut justifier d'un temps plein qui fait que de la logistique. C'est-à-dire que je commence à avoir suffisamment de marchandises qui rentrent dans mon entrepôt, que je dois stocker, que je dois expédier, où il y a au moins une personne qui doit faire que ça. Donc là, en tant que petite entreprise, on se pose la question, est-ce que je prends un entrepôt, est-ce que je recrute, ou bien est-ce que je continue à essayer de le faire moi-même, ou bien est-ce que je me dis, ça y est, c'est bon, c'est le moment de remettre ça à un professionnel. Après, ces facteurs-là, ils ont changé dans le temps. Avant, le fait d'externaliser fait qu'on perdait un peu de contact avec le client également. Vous avez un intermédiaire de plus, vous avez une expérience client qui est encore
très importante. Donc, quand il y a un souci, un problème, qui est-ce que j'appelle? Et là, aujourd'hui, la technologie, donc celle qu'on propose, elle permet de réduire justement cette friction entre le logisticien et son e-commerçant donneur d'ordre. Donc, quasiment, le e-commerçant peut ressentir comme si c'était son propre entrepôt, avoir la même interaction, la même vitesse d'interaction. Et les autres facteurs, c'est avant, jusqu'à quelques centaines d'envois jour, vous pourriez avoir des tarifs de transport beaucoup plus intéressants chez les transporteurs. Aujourd'hui, la gestion des revendeurs et des différents intermédiaires font que les choses se sont un peu harmonisées, les écarts se sont un peu tassés, et finalement, un e-commerçant avec des volumes modestes sur la centaine de colis jour peut très bien avoir des tarifs de transport compétitifs. Parce que ceci dit en passant, personne se pose la question est-ce qu'il faut internaliser le transport ou non. Plus personne se dit je vais devoir faire ma propre route, acheter mes propres camions ou livrer moi-même toute la France. Donc là-dessus, la messe est dite, il faut passer par un transporteur externe et accepter peut-être une zone de chalandise autour. Donc ce facteur-là, il va continuer à être externalisé une fois qu'on passe à l'échelle, mais on peut continuer à le gérer nous-mêmes. Maintenant, même avec des volumes un peu plus modestes que ce qui a été encore il y a 5-10 ans. Donc, je suis un logisticien. Admettons, je suis un logisticien. Donc, évidemment, je vais tout internaliser, quel que soit le volume de commandes que je fais. Quelles sont les étapes? Donc, d'abord, je vais peut-être faire de manière manuelle, comme on dit, pen and paper. Donc, j'ai mes papiers, etc. Ça, bon, on est sur vraiment du tout petit volume. Ouais. Ensuite, je vais m'équiper une première fois. Ouais. Est-ce qu'il y a une étape suivante? À quel moment il est temps de reconsidérer à nouveau peut-être mon équipement technologique, le choix de logiciels que j'utilise, l'organisation même dans mon entrepôt, cette étape dans ma croissance? Si on se projette sur quelque chose qui démarre petit, on a rarement des nouveaux logisticiens qui démarrent directement avec 10 000 m² dès la création d'entreprise. Forcément, si c'est une prestation que vous allez offrir, vous allez devoir vous équiper dès le départ. Vous avez un peu moins ce luxe de dire je commence vraiment uniquement avec papier, crayon, parce que tout de suite, vous allez devoir atteindre cette masse critique rapidement pour traiter les autres, pour aider et servir les autres. Un ratio clé qu'on observe, alors peut-être qu'il faudrait un jour faire des recherches là-dessus, c'est de se dire que pour 250 commandes e-commerce, il faut qu'on ait un équivalent temps plein. Commande jour. Et tout est fait dans la première phase de vie pour maintenir ce ratio suffisamment proche des 200-250. Donc quand vous commencez à devoir embaucher plus de personnes pour pouvoir gérer plus de commandes et que vous excédez ce ratio, c'est là où intervient les sujets de est-ce que je dois augmenter ma solution informatique, est-ce que c'est là où je commence à la mécanisation, et souvent on le voit autour de 800, à peu près 800 commandes par jour. Là, les tout débuts de la mécanisation commencent à avoir un héroïque qui est assez intéressant, et à chaque fois, à chaque palier passé, le but, c'est de piloter ce coût à la commande, et les coûts, c'est encore aujourd'hui beaucoup les personnes. Après, si je me pose plus du côté e-commerçant, souvent la première solution logistique qu'on prend, c'est une solution d'expédition, parce que le propre du e-commerce, c'est qu'il y a une masse de transactions et une diversité de personnes que vous allez livrer. Vous allez livrer des particuliers, c'est pas toujours le même qui commande. Et donc, il faut transformer des commandes en envois chez des transporteurs qui ont chacune leur technologie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout un écosystème de solutions de shipping. Et après ça arrive ça vient taper dans un plafond, ça arrive à une limite c'est pas qu'une question d'expédition. C'est aussi comment je gère mon stockage, comment je fais venir la marchandise, avec qui je la prépare. Et c'est là que va intervenir le fameux mon premier WMS. Et donc, à quel moment je dois prendre mon premier WMS, jusqu'où est-ce que je peux pousser? Et là, on a vu de tout. Alors, le record que j'ai vu, c'est des gens qui sont très ingénieux, beaucoup de jugeotes, qui peuvent faire du 400 colis jour sans solution aucune. Et puis, il y a ceux qui arrivent à anticiper, qui savent que c'est pas complètement leur métier aussi. Et ça dépend aussi un peu des personnes. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on peut compenser un manque de solutions en ayant des gens qui sont particulièrement investis, souvent le gérant, qui mémorisent tout, qui connaissent par cœur leurs produits, où est-ce qu'ils sont rangés, en quelle quantité. Et là, forcément, on arrive à une limite à un moment quand on continue à croître. Et donc, l'étape d'après, tu parlais de mon premier WMS. À quel moment mon premier WMS devient... il faut que j'anticipe justement son obsolescence, ou même un ERP, d'autres outils qui peuvent faire partie de ma stack technologique. Alors, je pense que le WMS, l'étape d'après, c'est justement l'introduction d'éventuellement de la mécanisation et de l'automatisation et de la robotique. Et là, on peut rentrer sur des solutions dites WCS, mais entre 200 et 1000, normalement, avec les mêmes solutions, si elle est suffisamment scalable, ou peut-être passer à une solution supérieure.
c'est quelque chose qui devrait être géré possible d'être géré par de l'humain. Le cas de l'ERP, il se situe sur une autre dimension, c'est est-ce que déjà je prends une solution spécialisée ou je prends une solution généraliste. Il se peut qu'on ne fait pas que e-commerçant, il y a d'autres domaines de secteurs d'activité ou de métiers dans l'entreprise qui ont besoin d'être digitalisés, ma comptabilité, ma gestion des personnes. Et il est très tentant aussi de prendre un ERP qui soit généraliste, qui fait un peu de tout. Et là, en effet, comme tous les combats généralistes contre spécialistes, le généraliste arrive à une certaine limite, et là on parle vraiment d'une limite métier, fonctionnelle, c'est-à-dire de la fonctionnalité logistique pure, c'est-à-dire avec quel degré de précision je gère mes entrants, est-ce que je peux personnaliser mon contrôle qualité, quel est le degré d'algorithme où je range mes produits dans mon entrepôt. Et ça, les ERP généralistes arrivent à une limite pour le secteur de la PME, ou bien compensent cette limite par de l'extra customisation qu'on voit sur les grands ERP de la place, où là vous êtes prêt à mettre un billet, mais justement on va venir compenser parce qu'il va y avoir un consultant qui va venir hyper configurer votre ERP, vous avez 3 développeurs que vous prenez à côté qui vont vous rajouter la fonctionnalité, donc là on sort du budget PME. Et c'est exactement tout le défi en fait de ce milieu, c'est-à-dire que on se rend compte que la filière a beaucoup compté sur des comptes, des très grands comptes, avec des consultants des deux côtés, côté métier, côté éditeur, côté transporteur, avec une armée de chefs de projet. Et c'est un métier très honorable, il le vit très bien, mais qui du coup viennent compenser le fait qu'on n'a pas créé un vrai produit. On n'a pas créé un vrai produit qui convient un maximum et qui soit suffisamment configurable. Et c'est ce que nous, on essaye de faire un petit peu. Tu parles de robotique, tu parles d'automatisation, etc. En 2025, en quoi il consiste le métier de logisticien? On est dans l'opérationnel, on est quelque chose de très concret. Un colis, ça reste un colis. On s'inscrit dans une supply chain mondiale qui vient fabriquer des produits souvent à l'autre bout du monde et les faire parvenir petit à petit jusqu'à ce qu'ils arrivent chez vous dans votre salon. Et la partie logistique, c'est le pivot justement entre cette production et cette distribution qui vous le fait parvenir. Alors soit directement chez vous pour le e-commerce, soit dans un magasin près de chez vous pour le commerce de détail. Et il consiste très concrètement à planifier la demande, savoir combien je devrais recevoir, combien je devrais produire, réceptionner cette marchandise, vérifier que tout est bon parce que vous, quand vous commandez sur Internet, vous avez envie que on sache ce qui est en stock et ce qui est réellement disponible ou pas. Ensuite, c'est ranger. Comme vous rangez à la maison, il faut ranger dans un entrepôt. Et plus il y a des produits, plus c'est compliqué, plus l'optimisation du rangement devient un vrai sujet d'expertise. Et après, c'est de manière égrenée, faire partir ensuite la marchandise petit à petit. En général, tous les entrepôts ont vocation à faire ressortir la marchandise. Et donc, le logisticien, il doit préparer des commandes dans une gestion fine pour le e-commerce, un peu plus grand au conteneur, à la palette, à la messagerie pour du B2B. Et ensuite, gérer toute la partie aval, le transport vers la prochaine étape, soit le prochain entrepôt, soit directement le consommateur. Pendant qu'on est sur la logistique, n'ayons pas peur des thèmes. L'IA, comment tu vois ce thème déjà beaucoup discuté? Évidemment, tout évolue. Ce qui était vrai il y a un mois, mais peut-être ne l'est plus. La logistique est peut-être aujourd'hui encore un espace un peu sous-exploité, peut-être par l'IA, en tout cas de mon point de vue. Comment tu vois ces métiers évoluer? Comment tu vois les logiciels évoluer dans le monde de la supply chain et de la logistique? La diversité des entrants dans la logistique et la complexité fait qu'il y a forcément des niches où il y a des aspects où l'IA va pouvoir apporter une valeur ajoutée et va pouvoir optimiser. Comme dans beaucoup de choses, on n'a pas attendu la révolution actuelle pour commencer à faire de l'IA. Donc, il y avait déjà des moteurs de règles dans tous les sens qui existent maintenant depuis longtemps. Et donc, ce qui reste à optimiser, ce que notre technologie jusqu'ici n'arrivait pas à optimiser ou pas aller plus loin, c'est là où il faut aller chercher. Le premier point où je pense qu'il y a le plus grand impact, à la fois économique et ceci dit en passant peut-être écologique, c'est la planification de la demande. C'est-à-dire qu'on a pris pour acquis qu'il est parfaitement normal d'avoir une filière entière qui consiste à mettre des produits près de chez vous en espérant que vous passiez les acheter. On a un siècle de consommation qui est basé là-dessus. Et tout ça est source de rejet, gaspillage, d'inefficacité, de stockage. Et plus l'IA va permettre de prédire de manière très précise ce qui va être consommé, ce qui va être utilisé, que ce soit en e-commerce ou en logistique, là, il y aura beaucoup d'économies à se faire et on pourra réellement venir ajuster les filières, les moyens, les surfaces d'entrepôt avec ce système-là.
Après, de manière un peu plus concrète et plus opérationnelle, il y a des choses qu'on voit que les logisticiens qu'on rencontre au quotidien qui passent leur temps à essayer de refacturer leurs clients. Et j'ai toujours pas trouvé le logisticien qui me dit j'adore faire ça, j'adore à la fin de mois essayer de retrouver chaque ligne de préparation que j'ai faite, chaque envoi que j'ai fait pour aller refacturer mon client. Voilà, ça c'est des petits points d'achoppement où clairement il n'y a pas une énorme valeur, mais par contre il y a une valeur en termes de confort pour le professionnel qui ferait pouvoir gagner quelque chose. Et l'autre domaine, ce serait un peu la gestion du transport, c'est-à-dire l'optimisation des choix, des services, des options, des transporteurs différents, qui fait que analyser cette complexité de l'environnement peut être fait certainement de manière plus précise par de l'IA que par de l'humain. Et c'est exactement ce qu'on voit chez nos clients. C'est jamais aujourd'hui un logisticien n'a dû faire autant d'informatique. Ou de se poser autant de questions sur est-ce que telle commande est arrivée, est-ce que telle commande a été mise à jour, est-ce que tel transporteur a reçu la bonne information. Et que ce soit à travers un magasin physique ou à travers une diversité de canaux de vente, c'est cette complexité-là qui, à un temps, a manqué d'offres et de solutions sur le marché, là où les très gros, les très riches pouvaient toujours payer leurs consultants pour faire leur dev spécialisé, et où la PME était un peu laissée de côté et un peu en difficulté. Tu t'as commencé un petit peu à toucher à ce thème, mais moi en tant que client, je vois effectivement click and collect, ship from store, etc. Tous ces termes, tous ces modes d'achat qui me sont offerts me paraissent d'une simplicité assez folle. Tu parles de la complexité informatique. Qu'est-ce que ça cache, donc cette omnicanalité, le fait de pouvoir commander en ligne, récupérer en magasin, retourner en magasin un produit que j'ai acheté en ligne. Qu'est-ce qui se cache derrière l'ensemble de ces opérations et de cette offre qui devient finalement de plus en plus simple? Même la prévision de commande, aujourd'hui, je vais sur un site internet, je suis capable presque de voir à quelle date ça va être livré. Et faire mon achat en conséquence. Comment tu vois ça? Alors, d'abord, c'est une chaîne qui est éclatée. Donc, vous avez parfois un logisticien qui est interne ou externe. Le transporteur, c'est pas vous. Le canal de vente, c'est peut-être pas directement vous si vous êtes dans le cadre d'une marketplace. Donc, propre de la marketplace, c'est que le canal de vente ne vous appartient pas. Vous vendez dessus. Et donc, vous avez des acteurs déjà différents. Et donc, comme un peu partout, pour pouvoir collaborer, communiquer et passer physiquement le flux ou informatiquement, il y a toujours un peu de friction. Deuxième effet, c'est que maintenant, vous avez un foisonnement de ces acteurs. Donc, il n'y a pas un canal de vente qui ressemble à l'autre. Il n'y a pas un transporteur qui le ressemble à l'autre. Et donc, ça crée une difficulté supplémentaire où chacun va avoir ses propres informations, chacun va avoir sa façon de faire et il faut un intermédiaire qui puisse unifier tout ça. Après, j'ai envie de vous dire, c'est de la logistique pure. Votre magasin, il a l'habitude d'être livré sur un quai avec une palette. Vous voulez recevoir ça dans un beau carton unique. Où est-ce que je mets un petit carton tout joli sans pas être écrasé dans ma palette qui livre mon magasin? Voilà, il y a des contraintes. Peut-être que ce que vous souhaitez récupérer en magasin, peut-être qu'il est déjà en magasin. Et donc, il faut avoir la visibilité du stock en temps réel au moment où vous êtes en face de votre écran, que celui-là, j'ai pas besoin de l'envoyer au magasin, mais je peux le réserver. Il faut que je le réserve vite parce que peut-être que Géraldine va vite le prendre également. Et donc, tout ça fait que oui, il y a le diable se cache dans les détails et il y a ce besoin de venir unifier des systèmes qui sont pas faits pour se parler entre eux pour des espaces qui n'ont pas été voués à ça initialement. Un magasin, on a conçu des logiciels depuis des dizaines d'années pour gérer un magasin et donc il y a une certaine inertie dans la manière dont ils sont construits, dans l'espace qu'ils ont à l'intérieur et sur les logiciels qu'ils ont et les outils de caisse qu'ils sont. Et la filière du logiciel doit rattraper, justement, doit venir s'adapter à ces usages. Donc on court après l'usage et après l'expérience client. Et c'est tout le fun de ce métier. Aujourd'hui, pour un client B2C, cette simplicité d'achat, cette expérience devient presque un prérequis. Et pourtant, il y a encore beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises notamment, des grands retailers, des grandes marques, qui sont un petit peu en retard sur ce sujet, qui sont peut-être à temps, je sais pas, c'est peut-être les clients qui sont un peu trop exigeants. Par où je commence? Comment est-ce quand on est un plus grand groupe, une plus grosse entreprise, comme tu dis, j'ai mes magasins déjà équipés, j'ai de la technologie au central, j'ai un centre de distribution, peut-être des partenaires logistiques aussi. Par où on commence un tel projet de transformation digitale, d'améliorer l'expérience et de proposer quelque chose de complètement neuf? Là-dessus, j'ai une vision un peu
pyramidal, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de base qui sont devenus maintenant des standards du marché, qui étaient c'était peut-être le luxe d'il y a 15 ans, mais c'est devenu des standards de marché. Et donc, il faut attaquer la pyramide à sa base, usage par usage client par usage client, et au fur et à mesure, aller sur des choses qui sont un peu plus rares, un peu plus démarquantes en termes d'expérience de livraison. Et donc, la première base aujourd'hui qui est un acquis, c'est la visibilité. Est-ce que mes clients savent où sont mes commandes en termes de préparation, pas que en termes d'acheminement? Est-ce que je suis au courant au moment où je l'achète, quand est-ce qu'exactement ça va m'être livré, toujours en tenant compte du temps de préparation. Donc ça, c'est une première base. Et ensuite, sur la suite de la pyramide, on a un peu les lieux de livraison alternatifs qui rentrent en jeu. Est-ce que je peux me faire livrer dans un locker? Est-ce que j'ai quelques options qui sont différentes? Est-ce que j'ai de la mobilité douce? Et puis, voilà, on continue à analyser cas par cas, et à partir de là, on apporte la solution en se disant, j'ai peut-être pas le bon CMS pour ça, j'ai peut-être pas le bon contrat pour telle et telle solution, ou bien justement, c'est peut-être le moment d'externaliser parce que ça, on sait qu'on n'y arrivera jamais avec notre entrepôt actuel. Et puis après, vous avez le sommet de la pyramide où vous êtes un peu à la frontière, où vous êtes dans l'hyper-personnalisation de la communication, vous êtes dans la gestion de l'international comme si c'était du national, et vraiment sur des choses très très fines qu'on peut encore trouver. Et après, vous devenez innovant. Quel rôle a Enchanto aujourd'hui dans ce genre de discussion, et même toi, ton rôle? Bon, alors aujourd'hui, à diriger le pre-sales et l'implémentation, mais notamment sur la partie consultant, solution. C'est rapprocher un besoin d'un métier qui est très opérationnel, qui est très concret, la logistique, ça ne triche pas. On peut pas mentir à un colis, on peut pas mentir à un rack, c'est très concret, très réel. Et de faire le lien avec un logiciel qui, lui, est informatique, ça reste des lignes de code, ça reste des pixels sur un écran. Et comme il y a besoin de massifier et de mutualiser, il y a un écart entre la personne qui utilise au quotidien, donc le préparateur de commandes, le cariste qui a mon application face aux yeux au quotidien, et le développeur qui va écrire sa ligne de code. Et faire ce lien-là, faire ce pont-là, c'est justement l'importance du métier de consultant qui visite des entrepôts tous les jours, qui va voir ses clients et qui se renseigne sur son marché. Et je pense que le rôle d'Enchanto là-dessus, je reviens sur cette notion de démocratiser et de vulgariser des solutions qui étaient à l'époque, vous faites des retours automatiques, je peux suivre ma commande sur telle grande marketplace numéro 1, et de dire que finalement, il n'y avait rien de sorcier à ça. Et n'importe quel influenceur qui demain commence à envoyer 50 commandes par jour peut avoir accès et peut donner l'illusion de la même expérience client, du moins, à cet acheteur-là. Et pour cela, il faut créer une technologie qui soit suffisamment accessible à tous, suffisamment partageable et qui fait un consensus, mais qui répond quand même à ce besoin-là, parce que le consommateur, il va pas être indulgent, parce que il se dit que vous êtes un influenceur, il a des habitudes, il a ce standard qui a été mis par les grandes marketplaces, et c'est concilier ces deux-là qui, je pense, est notre mission. Tu as mentionné le social commerce tout à l'heure. Oui. C'est vrai que TikTok, avec TikTok Shop notamment, est un peu en train de révolutionner cet espace-là et de transformer les réseaux sociaux en marketplace. Au même titre que des nouvelles marketplaces qui apparaissent. L'écosystème est vraiment extrêmement riche aujourd'hui en France et en Europe. Comment je fais en tant que grande marque, retailer, plus ou moins grande, comment est-ce que je fais pour gérer l'impact que ça a sur ma supply chain, d'ajouter des nouveaux canaux de distribution, que ce soit distribution de catalogue, même ou gestion de ma présence sur ces canaux, ou bien la partie purement logistique? Sur la partie purement logistique, ça pourrait être perçu à tort comme un canal comme un autre, mais ça a quand même une particularité, c'est que c'est un nouveau type de canal de vente. De la même façon qu'on faisait de la vente par correspondance et qu'on a introduit les premiers sites internet, maintenant on a cette frontière entre le réseau social et le site e-commerce qui est en train de s'estomper, alors par TikTok et par les autres. C'est-à-dire que traditionnellement, sur les dernières années, vous scrollez sur Instagram et sur Facebook et puis vous achetez sur tel site. Et c'est cette frontière-là que ces plateformes sont en train de tenter de briser et donc de désintermédier les sites Internet. Ce qui veut dire qu'il va falloir se connecter à de nouveaux types d'acteurs qui, à la base, ne sont pas faits pour acheter et qui sont vraiment des plateformes de communication. Et donc, ça demande une adaptation mutuelle. Alors, bien sûr, les grandes plateformes ont des moyens pour venir s'adapter, mais ça veut dire aussi que le retailer va devoir lancer ce projet et trouver la capacité à créer ce connecteur. Ce sera rien d'insurmontable. Par contre, c'est à quelle vitesse, parce que les choses vont suffisamment vite et peuvent être suffisamment complexes pour que vous perdiez un peu le virage ou un peu de retard ou peut-être potentiellement complètement manquer le virage là-dessus. Par contre, ce que ça change aussi insidieusement,
de manière positive, c'est que le social commerce va faire rentrer des e-commerçants encore plus petits, plus fragmentés et potentiellement encore moins expérimentés. C'est-à-dire que celui qui se lançait dans le e-commerce se lançait dans le commerce. Il savait qu'il allait devoir expédier de la marchandise, gérer une logistique. L'influenceur qui se dit je vais faire la promotion de telle marque ou de tel produit directement n'est pas nécessairement dans un projet d'entreprise. Et donc là, dans le rôle que va avoir le logisticien en particulier, qui déjà sur ces dernières années a dû être particulièrement pédagogue, à venir intégrer des clients de plus en plus petits avec les difficultés que ça représente, ce rôle-là va aller encore plus loin dans la fragmentation, la gestion des tout petits. Et ce qu'on pouvait faire en compensant un peu avec du développement, de l'adaptation quand c'était des e-commerçants, il va falloir industrialiser, automatiser beaucoup de choses quand on va avoir n'importe quel influenceur posté. Et puis, il y a le sujet de la volatilité des volumes. Voilà, l'effet des réseaux sociaux fait qu'il peut y avoir une volatilité très forte des volumes et de la vente, et il faut absorber le choc et la variation des commandes qui sortent d'un coup, comment les prédire et trouver les bons moyens pour les faire partir. Sur ce sujet pour les logisticiens de voir potentiellement le nombre de clients exploser, qu'ils soient de toute taille, notamment avec les réseaux sociaux, que ce soit côté client avec mon prestataire logistique ou que ce soit côté prestataire de service avec les clients, comment tu vois cette relation évoluer? Et est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui que je peux utiliser ou des solutions pour la rendre plus fluide et éviter les échanges par email, les fichiers, les échanges de fichiers, le partage d'accès, ce genre de choses qui peut finalement limiter la vitesse d'onboarding d'un nouveau client ou même les échanges sur la performance, sur la visibilité d'inventaire, ce genre de choses. Il y a clairement ce point de friction. On peut citer ne serait-ce que les emails et les coups de téléphone entre un donneur d'ordre et un prestataire de service. On parlait du lien tout à l'heure entre le client final et le vendeur et le fait d'internaliser sa logistique. On garde un lien en direct et ce lien est un peu plus fort. Quand on a un logisticien qui n'est pas que performant de par la qualité de son entrepôt, la précision de ses préparations de commandes, mais également par son outil informatique, par la visibilité et l'interface qu'il donne à son donneur d'ordre, ça permet déjà justement de mieux accompagner, en tout cas de donner les moyens techniques au donneur d'ordre pour que, je vais annoncer ma réception, je vais pouvoir influencer sur telle commande, je vais pas vous dire que telle adresse est incorrecte. Et bien sûr que les logisticiens n'ont pas attendu qu'on fasse un logiciel pour faire ça. Par contre, c'est pas le même discours de dire à quelqu'un, écoute, assure-toi de me prévenir à temps quand la telle annule sa commande parce qu'elle est déjà partie, de simplement lui dire, écoute, je te mets à disposition un outil, voilà cette interface, utilise-la pour me faire comprendre que tel produit va être livré tel jour, que telle commande doit s'arrêter, que l'adresse de celle-ci va changer. Donc c'est justement parce que ces profils-là sont de moins en moins opérationnels, de plus en plus jeunes, de plus en plus fragmentés, qu'il faut les accompagner. Toujours sur le sujet de l'expansion, cette fois-ci pas nécessairement sur les nouveaux canaux, mais l'expansion au-delà des frontières. Alors bon, le sujet des échanges internationaux est très présent en ce moment, mais ne serait-ce qu'en Europe ou un peu au-delà, il y a cet attrait des marchés extérieurs, notamment, par exemple, je suis un marchand français, j'ai des produits français qui peuvent évidemment plaire beaucoup à l'étranger. Quel est le plus gros casse-tête pour un e-commerçant ou un logisticien qui va commencer à travailler avec un e-commerçant qui veut vendre à l'étranger? Le premier casse-tête, il arrive un peu avant la logistique, c'est il faut vendre son produit à l'étranger. Il faut donner envie, il faut créer la demande. Et c'est là où la tentation de la marketplace est très forte parce qu'elle a déjà le trafic, parce qu'elle a déjà la notoriété. Et si votre produit est attirant seul, ça permet de vendre beaucoup plus facilement plutôt que de se faire une réputation et d'aller être sur le journal de 20 heures d'un pays que vous connaissez pas. Et donc, comme on va passer par les marketplaces, les mêmes enjeux que je décrivais tout à l'heure sur la multicanalité vont se démultiplier avec le fait qu'on souhaite aller à l'étranger à moindre coût pour se faire une réputation. D'autant plus que cette fois-ci, ces marketplaces vont être sur d'autres modèles, d'autres monnaies. Et donc, il y a un enjeu de prévision également des frais, de droits et taxes. Et tout ça revient à dire, est-ce que l'acheteur sait que ça vient de l'étranger ou pas? Est-ce que dans l'expérience d'achat, je ressens une friction qui me dit que ce produit-là vient de l'étranger? Est-ce qu'il met plus longtemps à arriver? Est-ce que je dois payer plus cher? Est-ce que j'ai des frais cachés qui arrivent? Donc ça, c'est un peu les derniers freins, on va dire, sur la logistique. D'un point de vue purement transport, ça fait très longtemps qu'on s'est très bien livré à l'étranger.
La partie dédouanement, aujourd'hui, oui, il y a toujours encore cette difficulté parce que c'est un cadre réglementaire, c'est un cadre fiscal. Et c'est là où il y a quand même une force d'avoir une solution qui soit à la fois une et une seule, hein, qui soit à la fois connectée à la source de vente, donc qui récupère toutes ces informations intéressantes que va demander le douanier américain, qui lui va dire, ah ben vous avez tel produit, celui-ci maintenant je prends combien 50% dessus, et donc je vais rajouter ça. Pouvoir mettre ça dans le tunnel d'achat, Ouais. dès l'achat, oui, forcément, ça vient unifier l'expérience. Après, oui, après il y a des temps incompressibles de livraison si on augmente la distance, et c'est des enjeux ensuite de traduction de notification, de liberté de ton, de est-ce que je reçois un SMS pour tel pays, un email pour un autre. C'est la lisibilité du numéro de suivi qui fait que voilà, j'ai moins l'impression d'être sur une grande plateforme asiatique où je vois bien qu'il y a un trou noir sur mon suivi à un moment. Qui dit saison de pic dit aussi retour, annulation de commandes. Comment est-ce que je me prémunis de ça, ou comment est-ce que je fais en sorte que finalement le coût ou l'impact sur mon activité sera minime? Il y a deux grands types de retours. Donc le retour volontaire de la part du consommateur, la rétractation de l'acheteur. Là, c'est d'un point de vue beaucoup plus commercial, peut-être même parfois réglementaire, c'est des questions d'habitude de pays, donc c'est tant qu'on a livré le bon produit à la bonne taille, si la personne a décidé, donc il y a d'autres enjeux sur la photo du produit, le niveau d'information qu'il a. Là où le logisticien a un peu plus de maîtrise, c'est les retours dits non livrables, donc tous ceux qui reviennent directement à l'expéditeur parce qu'on n'a pas réussi à vous livrer correctement ou parce que vous n'êtes pas allé chercher votre colis dans votre locker ou point relais. Et dans ce cas-là, ça commence dès l'amont, dès le canal de vente, c'est récupérer des informations d'adresse correctes, précises, bien formatées, venir anticiper les erreurs. Voilà, tout le monde peut se tromper d'un chiffre sur un code postal, sur un clavier. Bah, vous savez comment fonctionnent les départements en France. Vous vous trompez d'un chiffre, vous êtes à l'autre bout du pays. Et donc toutes ces choses-là commencent dès la prise de commande et gagner de la précision sur les informations. Et après, c'est donner un maximum de visibilité à l'acheteur qui sache qu'il va recevoir dans la bonne langue, dans le bon format, avec le bon moyen. Est-ce qu'il est plutôt email? Est-ce qu'il est plutôt SMS? Les transporteurs ont fait beaucoup d'efforts déjà là-dessus. Mais au niveau de l'intérieur de l'entrepôt, c'est aussi gérer l'inévitable. C'est-à-dire qu'on pourra jamais atteindre le niveau zéro du retour. Et donc maintenant, comment j'identifie un peu plus facilement quand le colis revient? C'est souvent ça qui prend du temps et qui est un peu agaçant, c'est comment je lis, comment je sais qu'il s'agit du colis de Sechi ou de Charles. Et c'est là où, en rajoutant des indicateurs, en ayant un moteur de recherche un peu plus intelligent, on peut plus facilement lier et retrouver, et ensuite aller rapidement remettre en stock pour éventuellement revendre la marchandise. Donc il y a une friction à retirer pour générer le retour, et il y a une friction dans la gestion du retour à l'intérieur de l'entrepôt et dans sa dimension plus transport de faire revenir la marchandise. Tu parles donc d'apprentissage, j'apprends sur le tas, effectivement, en l'ayant vécu à ce genre de problème. Aujourd'hui, tu diriges des opérations sur la France, l'Angleterre, mais aussi le Moyen-Orient. Est-ce qu'il y a des tendances, des particularités, des choses que tu as découvert après être parti au-delà des frontières françaises sur la manière de l'approche que certains logisticiens ou e-commerçants peuvent avoir Oui, forcément. Je me suis rendu compte que j'ai sous-estimé à quel point les marchés étaient structurés différemment de par leur histoire. Je m'explique. Un marché français qui est un peu le berceau du e-commerce et qui a vu naître au XXe siècle la vente par correspondance va avoir un écosystème d'entrepôts, de logisticiens, de transporteurs qui est très différent. Certains disent oui, la plupart des transporteurs ont un siècle, 50 ans, et donc ont une maturité, une complexité, et même parfois du coup des technologies qui sont assez archaïques. Et à l'inverse, des marchés qui ont vu émerger le e-commerce plus récemment, donc plus on va à l'Est, au Moyen-Orient, en Asie, vont avoir des technologies paradoxalement plus avancées, mais par contre des fonctionnalités peut-être pas encore aussi mûres. Ils vont avoir des marchés qui vont être moins structurés. En France, on a des transporteurs très bons sur la palette, très bons sur du conteneur, du lot complet, de l'affrètement et du petit colis. Voilà, chacun chez soi. Là où les frontières sont beaucoup plus fines et à l'étranger, où le logisticien fait à la fois transporteur et peut rentrer en compétition avec l'acteur postal local, où tout le monde fait un peu de B2B et B2C. Il n'y a pas une hyper spécialisation, où le social commerce
est né par exemple et qui arrive plus tard parce que eux ont tout de suite adopté. La place des marketplaces, beaucoup plus forte. Là où en France, on a encore cette tradition de chacun et son site internet et on fait venir des gens pour qu'ils achètent. Et finalement, l'impact opérationnel que cela a juste parce que les technologies et l'e-commerce est arrivé à des moments différents, à des étapes différentes des économies, il est beaucoup plus important que ce que j'aurais pu imaginer. Peut-être à tort, un colis, c'est un colis. Eh ben non. Bah oui, le colis, il n'est pas emballé avec la même intensité de main-d'œuvre. Et finalement, paradoxalement, c'est ce qui donne la force aussi à la solution d'Enchanto, qui est née dans un environnement où il y a beaucoup de gens dans un entrepôt, où c'est des gens qui sont forcément moins qualifiés. Et c'est très agréable pour l'opérateur qui a 15 ans de boîte ou 20 ans de boîte dans un entrepôt en France, d'avoir cette interface face aux yeux qui a été designée pour un entrepôt où il y a beaucoup de gens qui se connaissent pas tous forcément entre elles. Il y a un thème qui te tient à cœur, je le sais, et aussi Enchanto d'ailleurs, c'est la partie expérience utilisateur, qui peut-être historiquement aussi dans ce milieu de logistique supply chain a été peut-être un peu mise de côté sur la partie tech. Comment tu vois son importance aujourd'hui et même la friction que ça peut amener dans le choix de technologie, le succès de l'implémentation, je dirais. C'est vrai pour la logistique, mais je pense que pour beaucoup de métiers industriels, il y a des centaines de gens qui vont passer des centaines d'heures par jour, par mois devant nos logiciels. Et ça, parfois, on l'oublie. Devant une application mobile, parfois un écran pas plus grand que celui parfois même moins grand que celui de votre téléphone. Donc ça a un impact très concret financier en termes déjà de temps qui passe dessus, des erreurs qu'ils peuvent faire, parce que finalement tout ça, le but c'est de faire le moins d'erreurs possible, d'y passer moins de temps et si possible que ce soit agréable pour l'utilisateur. Donc oui, il y a un impact très fort à l'utilisation et sur l'accumulation de l'utilisation, en particulier dans le e-commerce, où il y a une démultiplication des transactions, où les gestes sont très répétitifs, en tout cas les gestes humains vont être très répétitifs. Et au-delà de ça, il y a aussi de plus en plus, parce que c'est des métiers en tension, c'est des métiers où il est difficile de recruter, où il y a encore beaucoup de turnover, il y a aussi un effet de rétention et en tout cas au moins de respecter l'utilisateur à travers la qualité de son interface. Ce n'est toujours pas normal que l'application mobile qu'un préparateur de commandes voit dans le bus ou dans le métro soit mieux designée que celle qu'il utilise au quotidien. Si vous êtes sur Instagram, Facebook, voilà, vous avez une certaine ergonomie. Pourquoi est-ce que vous n'aurez pas la même, ou en tout cas une même facilité, une intuitivité d'utilisation sur l'outil que vous utilisez au quotidien et qui vous fait vivre? Donc c'est un peu, oui, l'esprit qu'on aborde là-dessus, parce qu'il y a aussi cette difficulté à rendre ce métier suffisamment plaisant. Il y a des choses qu'on ne pourra pas changer, il y a des choses qui resteront toujours difficiles, mais tout ce qui vient contribuer au confort de l'opérateur, qu'il soit visuel ou physique, va dans le bon sens. C'est un élément de compétitivité et même tout simplement de respect vis-à-vis de l'opérateur. Souvent, pour de nombreuses entreprises, cette question arrive et même l'adoption de technologie arrive pour des sociétés qui passent du B2B au B2B et B2C, qui est un sujet très, très présent, notamment pour les logisticiens ou pour même les entreprises qui avaient leurs opérations B2B internalisées et qui désormais se lancent dans le e-commerce. Comment tu vois aujourd'hui cette transition dans ces entreprises? Comment tu l'accompagnes? Et quels sont justement les points de friction que tu vois lors d'un tel changement sur la capacité à gérer le B2B et le B2C à la fois? Bon, il y a clairement des points communs entre les deux. La marchandise peut être la même. L'impact de l'informatique est plus fort, l'impact de la connectivité, parce que là, vous avez une démultiplication des sources de vente, une démultiplication des destinataires, et donc il faut avoir un service IT qui soit un peu plus solide, ou comme beaucoup le font, se faire accompagner par des cabinets externes pour ceux qui peuvent se le permettre. Ensuite, on arrive dans une gestion fine des objets, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on voit aussi des préparateurs et des préparatrices, également en particulier sur le B2C, parce que ça devient beaucoup plus manuel. Voilà, c'est pas je vais pas faire monter une palette entière, je vais devoir ouvrir et emballer un carton, et ça vient aussi mettre un grain de sable dans une opération qui est mal huilée, parce que quand je suis en B2B, j'ai moins de transactions, je peux me permettre certaines choses. Quand j'ai X commandes à gérer vers des particuliers, il y a certaines rustines qu'on peut appliquer dans un entrepôt en termes de trier mes colis de certaines façons, qui vont vite devenir un cauchemar. Quelque chose de tout simple, c'est de pouvoir analyser ces produits, ceux qui tournent le plus en B2B, ceux qui tournent le plus en B2C, à quel moment,
et de devoir les rapprocher entre des emplacements de réserve et des emplacements de prélèvement, de sorte qu'on va minimiser les déplacements parce qu'on va devoir faire un déplacement potentiellement pour une commande B2B, c'est possible, mais un déplacement forcément sur des commandes B2C, si elles sont préparées par un être humain, il faut qu'il puisse y avoir plusieurs commandes simultanément. Une dernière question, Setchi. Tu es un ancien UPS. Enchanto a un partenaire stratégique qui s'appelle Ascendia. Ascendia, c'est une joint venture entre Swiss Post et La Poste. Donc Ascendia est à la fois investisseur dans Enchanto, mais aussi un client. Comment tu vois l'importance de travailler avec une telle proximité, avec un partenaire de cette envergure, mais surtout qui est dans le domaine de la logistique et du transport? C'est essentiel dans les métiers de consultant où justement il faut être proche du métier, proche des clients et proche des opérateurs. Ascendia et même le groupe La Poste dans sa globalité a quand même ce thème et cette force de la proximité, d'aller voir une multitude d'utilisateurs, d'être très proche du terrain, d'avoir un maillage du territoire qui est très fort. Et pour un éditeur de logiciels qui décide de s'internationaliser, il n'y a pas mieux pour prendre le pouls d'un pays et d'une certaine gestion. Et ce que je vois aussi, c'est une certaine audace. Il faut oser innover, parier sur le e-commerce, sur certaines dimensions, sur l'internationalisation. Ils ont toujours su nous accompagner, prendre ce pari-là, essayer d'avoir une longueur d'avance, une certaine vision. Après, si encore, un colis, ça reste un colis, ça reste un bon métier, que vous transportez le colis avec un camion marron ou un camion jaune, il y a forcément des points communs et ça reste quand même un domaine où personne ne naît ou grandit en disant ça y est, je vais faire de la logistique ou je vais faire de la logistique e-commerce. On tombe tous soit par hasard, soit on en hérite, mais on a tous notre histoire sur comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et donc oui, moi j'y suis arrivé par la porte UPS, mais c'est ce qui a permis d'avoir de la masse, de la quantité, de voir des dizaines d'entrepôts partout et de comprendre l'ensemble de ces cas et de trouver le dénominateur commun qui aujourd'hui permet de construire une solution qui, j'espère, apporte de la valeur. Il n'y a pas mieux que ensuite une grande société internationale, mais à la fois très proche, pour le faire. Merci beaucoup, Setchi. À bientôt. Merci.